Bien, mesdames, messieurs, bonjour à cette conférence de presse de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, du président du Conseil européen, Monsieur Charles Michel. Chacun va faire une intervention, puis nous prendrons vos questions, comme hier, par le biais de notre nouveau système. Madame la Présidente, vous avez la parole. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Toute l'Union européenne et de nombreux autres pays en Europe et dans le monde sont dans une forme de confinement. Les mesures restrictives prises par les États membres ont été cruciales pour réduire le nombre de nouvelles infections. Cela a aidé nos systèmes de santé à faire face, mais ces mesures ont un prix énorme. Des millions de personnes sont coincées chez elles, trop souvent dans des petits logements. Elles doivent jongler entre le télétravail et la vie familiale. Les enfants doivent s'adapter à apprendre à la maison et sont limités dans leurs activités. Les personnes âgées sont isolées pour les protéger. Et à ces difficultés générales s'ajoute une longue liste de difficultés économiques pour nos citoyens. Les magasins, les restaurants, les usines, ils ont tous fermé. Ils ont perdu la plupart de leurs activités. Le commerce a énormément ralenti partout dans le monde. Les gouvernements utilisent tous les moyens disponibles pour renforcer les systèmes de santé et pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants. Tout cela a un coût gigantesque. Déjà, ces actions représentent dans l'Union européenne près de 3 000 milliards d'euros. Et d'autres mesures vont venir, comme le montre le résultat de l'Eurogroupe de la semaine dernière. Dans ce contexte, les autorités publiques doivent évaluer soigneusement le meilleur moment pour commencer à lever les mesures de restriction l'une après l'autre. C'est une tâche très difficile. Les pays de l'Union européenne ont été touchés de manière différente en ce qui concerne l'intensité et le calendrier de la pandémie. And therefore, there does not exist one-size-fits-all approach, but it has to be a tailor-made approach in every individual member state. Heads of state and government tasked us with a roadmap to ensure a coordinated exit from the confinement measures. Today, we deliver on this request. I want to make sure that this is not a signal that containment measures can be lifted as of now, but it intends to provide a frame for member states' decisions. In general, we recommend a gradual approach. Every action should be continuously monitored whether the virus flares up again or the spread of the virus stays stable below a certain threshold. And therefore, our recommendations focus on three main preconditions before starting to lift restrictive measures. The first one is there should be a sound epidemiological criterion that shows that there is a significant decrease in the spread of the virus over a sustained period of time. The second important precondition is, and it is combined to the threshold that is kept with the spread of the virus, that sufficient health system capacity is needed. There needs to be a reserve. This refers not only to the necessity to have intensive care treatment capacity for COVID-19 patients, but also for the other patients, like the chronically ill or those with acute other diseases. And the third precondition is, and it's self-explaining, if you have the threshold of the virus and the capacity in the healthcare system, you need sufficient surveillance and monitoring capacity in form of large-scale testing.
These preconditions are accompanied in this roadmap by a series of recommendations to ensure a gradual, consolidated, and a coordinated access across the European Union. For example, just to pick a few, awareness campaigns should continue to encourage the population to keep up the strong hygiene practices acquired. They are very simple, but they are very effective. Or general measures should progressively be replaced by targeted ones. And the restart of the economic activity should be phased in carefully. Let me turn to a second point that is the global dimension of this crisis, also and mainly concerning strong countries, but also vulnerable countries. As we all know, the virus knows no borders. It can only be defeated through international cooperation and coordination. What goes for the European Union also goes for the globe. The G20 has made this its focus, and I welcome that. On the health side, the key element is to cooperate and to improve our pandemic preparedness. And this includes how to accelerate the work on diagnostics, on treatments, and on the development of a vaccine. And if we have a vaccine, when we have a vaccine, then on the deployment of the vaccine all over the world. This is our collective best shot at beating the virus. To support this global initiative, funding is needed. And to this end, I decided to host an online pledging conference on the 4th of May. This will help address the immediate funding gaps to come up with innovative and equitable solutions. We have started the preparations in cooperation with the renowned organizations such as the Global Preparedness Management Board or the platform CEPI, Gavi, the Wellcome Trust, and the Gates Foundation. Obviously, this will be done in close coordination with the WHO, and I hope that countries and organizations all over the world will respond to this call. And finally, to conclude, let me stress the strong link between a successful recovery from the health crisis and the effectiveness of our economic response. As you know, we have made available significant funds to support health systems, businesses, and the livelihood in general. I welcome the Eurogroup's endorsement last week of the Commission's proposal, in particular the creation of SURE, to keep people in jobs, and the flexible use of cohesion funds. The Eurogroup concluded that, I cite, the next EU MFF will play a central role in the economic recovery. Ich stimme dem voll und ganz zu. Ich habe öfter bereits gesagt, dass Europa einen Marshallplan braucht. Wir werden massive öffentliche und private Investitionen brauchen, um die Wirtschaft wieder zu beleben, aufzubauen und um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und diese Investitionen müssen rasch kommen. Der Schlüssel dazu ist ein kraftvoller neuer europäischer Haushalt. Der Haushalt hat Vorteile. Er genießt das Vertrauen aller Mitgliedstaaten. Er ist transparent. Die Regeln sind klar. Er hat sich bewährt als Innovationsmotor und er hat sich bewährt als Investitionsinstrument. Aber dieser neue 7-jährige Haushalt muss sich deutlich von den bisherigen unterscheiden. Er wird anders sein. Er wird die europäische Antwort auf die Corona-Krise sein müssen. Er muss in den ersten Jahren enorm viel leisten. Er muss den gemeinsamen Markt wieder in Schwung bringen, eine Fragmentierung dieses gemeinsamen Marktes verhindern und er muss die wirtschaftliche Widerstandskraft Europas stärken. Er wird Investitionen fördern müssen in unsere Zukunftstechnologien. Das sind die digitalen, das sind die umweltfreundlichen Technologien, auf denen unser Wohlstand in der Zukunft beruhen wird. Thank you. Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. La crise à laquelle nous faisons face est sans précédent, elle est gigantesque et les premières pensées, je veux les adresser à l'ensemble des citoyens dans le monde, mais spécialement aux citoyens européens qui sont affectés directement ou indirectement par le virus. Et je veux saluer tous ces citoyens dans l'ensemble des pays qui sont mobilisés afin de garantir des systèmes de santé aussi efficaces que possible,
aussi saluer toutes celles et ceux qui sont mobilisés pour maintenir autant qu'il est possible une capacité d'activité au départ du marché intérieur et du transport de biens indispensables et nécessaires. La tâche qui nous a été confiée par le Conseil européen, à la demande de la Commission et à moi-même, repose sur deux piliers. L'idée de présenter au Conseil européen une roadmap, laquelle doit proposer un certain nombre de mesures en lien avec une stratégie d'exit. C'est les points qui ont été présentés il y a quelques instants par la présidente de la Commission, afin d'avoir une approche la plus coordonnée possible lorsque progressivement on pourra lever des mesures de restriction exceptionnelles qui ont dû être décidées sur le plan national tout au long des dernières semaines. Et nous mesurons bien que ces mesures de restriction exceptionnelles qui affectent la vie dans le monde, mais spécialement la vie au sein de l'Union européenne, elles touchent directement à l'intime de chacun d'entre nous. Ce sont nos libertés personnelles les plus élémentaires qui se sont vues affectées, directement touchées par ces décisions qui sont prises, et ce sont évidemment des répercussions potentiellement extraordinaires, extrêmement lourdes sur le plan économique et sur le plan social, auxquels nous sommes confrontés et auxquels très certainement nous serons confrontés tout au long des prochains mois, peut-être même tout au long des quelques années qui viennent. C'est la raison pour laquelle nous sommes totalement convaincus, comme les 27 États membres, qu'il est essentiel, grâce à ces recommandations, qui sont des recommandations inspirées par le bon sens, inspirées aussi par des données scientifiques et la confiance que nous voulons adresser à celles et ceux qui nous conseillent dans le processus de décision, elles doivent permettre de faire en sorte que progressivement, on puisse, pas de manière identique dans les différents pays, mais en tout cas de manière similaire, par une approche commune, faire en sorte qu'il y ait la capacité de mettre en œuvre cette stratégie d'exit. The second very important task for the President of the Commission and for myself is the recovery strategy. How is it possible to work together with the different European institutions and with the Member States in order to be able to tackle this huge challenge that we need to face together? We will have next week, again, a European Council via a video conference. It will be the fourth one in a few weeks, in only a few weeks. And our goal is to open a strategic discussion in order to see how is it possible together to take some very strong decisions and to open the process in the midterm, in the longer term, in order to be able to guarantee again more welfare for the European citizens in the next weeks, the next months, in the next years. In my opinion, we need to tackle four chapters, four strong points that could be cornerstones for a strong recovery strategy. The first one is, of course, the single market. Le premier point est le marché intérieur. Le marché intérieur est un bien commun pour l'Union européenne. Le marché intérieur est le cœur qui bat du développement économique et donc de la capacité de cohésion sociale pour l'Union européenne. Le marché intérieur a été abîmé, il a été affecté par les décisions qui ont été prises pour des raisons légitimes, pour des raisons sanitaires. La première priorité est de réparer le marché intérieur, de faire en sorte qu'il puisse fonctionner convenablement. La deuxième priorité est de faire en sorte que l'on puisse améliorer le marché intérieur, gommer, corriger, faire en sorte que l'on puisse avoir la capacité de renforcer ce marché intérieur, avec un focus particulier à mes yeux sur les questions qui touchent à la stratégie industrielle. La Commission a fait des propositions très utiles sur ce sujet, sans oublier l'importance de considérer le tissu, le réseau des petites et moyennes entreprises européennes comme étant un réseau vital pour la capacité de bien-être et pour la capacité de succès de ce projet européen. Et sur ce premier pilier, le marché intérieur, je n'oublie pas que la question de l'agenda digital et la question du European Green Deal, la question de cet enjeu climatique, doivent être des leviers plus nécessaires que jamais pour réussir cette transformation économique, pour réussir cette capacité de relever ce défi auquel, comme génération, nous sommes confrontés.
The second important chapter, in my opinion, that we need to discuss with the colleagues in the European Council and with the support of the European Commission is the need, the absolute necessity to develop a massive investment strategy. And I agree with the Commission. I think that the next European budget, the next 7 years European budget, is a key element in order to succeed. We need also to use the different tools we have in our hands. Also, the European Investment Bank can be a very essential tool in order to focus on our priorities, to be current with our priorities, and to develop a very strong investment strategy in the next months, in the next years. And we need to see how is it possible from the European perspective, but also with the support of all the member states to be effective and to be successful in this very essential strategy. The third pillar, in my opinion, in order to succeed in a global recovery strategy, is not to forget the external responsibility of the European Union. And you know, as European Union, we have a very strong external ambition. We consider that it's important and essential for us to play a stronger role at the international level. And you know that as European Union, we are a strong promoter of the multilatéralisme. Nous pensons que le multilatéralisme est une valeur ajoutée parce que les défis globaux auxquels nous sommes confrontés, et nous en avons une fois encore de manière douloureuse la preuve avec cette pandémie qui frappe le monde et pas seulement un pays ou une partie du monde qui frappe le monde en son entier, nécessite des réponses globales. C'est ce que nous faisons lorsque, avec la Commission, nous proposons de prendre nos responsabilités dans le cadre du G7, dans le cadre du G20, par exemple, en développant la capacité de concentrer, de canaliser des moyens financiers pour accélérer la capacité de trouver des vaccins et des thérapies qui soient adéquates le plus vite possible. Et quand nous aurons trouvé ces thérapies, faire en sorte qu'elles soient accessibles pour le monde entier et pas seulement pour une partie du monde qui serait privilégiée face à cette pandémie. Dans ce cadre international, je mettrai l'accent sur un point qui doit nous tenir à cœur, qui doit nous mobiliser totalement, complètement, c'est l'importance d'un partenariat très fort avec l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu des leaders européens, ensemble avec des leaders africains, cet appel à la mobilisation de soutenir davantage les systèmes sanitaires en Afrique. C'est un objectif de court et de moyen terme. Cet appel aussi à avoir un débat sur les dettes en Afrique. Comment peut-on alléger le poids des dettes qui pèsent sur le continent africain et comment peut-on, dans le moyen et de long terme, j'ai envie de dire, transformer notre stratégie à l'Afrique, la fonder sur un partenariat d'égal à égal, d'intérêt mutuel, miser sur des investissements stratégiques qui doivent être cohérents avec l'agenda digital ou avec le Green Deal. Et enfin, the fourth point for a strategic debate in the European Council that we need to have, in my opinion, is the resilience and the governance. How is it possible, from the European perspective, to learn the lessons? It's a key issue, in my opinion. How is it possible for us to be stronger after this crisis? How is it possible to show more unity, to show more solidarity, and to be able to give the best possible answers? Il y a certainement des leçons à apprendre en matière de gestion des crises dans une perspective européenne, des leçons à apprendre en termes de capacité à faire face ensemble, à coordonner les actions au départ d'impulsion européenne. Et sur ces sujets-là, nous souhaitons également, comme Union européenne, être au rendez-vous, être à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Je conclus en vous disant que plus que jamais, le cœur qui bat de l'Union européenne repose sur des principes de solidarité, d'unité, de responsabilité, de capacité à faire en permanence l'évaluation pour en permanence être capable, avec bon sens, avec une vision à moyen et à long terme, de faire en sorte que l'on puisse offrir aux citoyens européens les réponses les plus légitimes, les plus fortes auxquelles ils sont en droit d'attendre. Je vous remercie. Thank you very much, President. We are now going to move to the Q&A phase. Let me remind you how the system works, because this is only the second day that we are using it. So journalists who want to ask a question should push the raise hand button. I will select a journalist. You will be given the floor. You do not need to put your mic on. When I tell you that you can speak, you can ask your question. If you want, you can put on the video, and your picture will appear in front of the two presidents. And once you have asked your question, please press the raise hand button again to unraise your hand.
I have a series of questions already. The first journalist who raised her hand was Griselda Pastor. So, Griselda, we're going to give you the floor. Griselda, you have the floor. Yes, one other thing, there is no interpretation through WebEx, so please ask your question in French or English, or if it's to the President and you wish, in German. Merci beaucoup, Eric. Bonjour, Monsieur le Président et Madame la Présidente. Je suppose que vous avez suivi les prévisions du Fonds monétaire international sur la tombée de la croissance dans l'Union. Moi, j'aimerais savoir quel est le niveau d'investissement dont vous croyez nécessaire pour faire front à cette tombée de la croissance. J'aimerais savoir quelle sera, si vous pouvez apporter une proposition à la table de chefs de gouvernement pour le Conseil du 24, et étant donné le débat de ministre de l'économie, savoir si ces nouveaux recovery plans doivent être soumis à des conditions quelconques pour utiliser cet argent. D'abord, le premier point qui est essentiel d'indiquer, c'est que durant les dernières semaines, des décisions très importantes ont été prises avec un impact financier très significatif pour l'Union européenne. La Banque centrale européenne a pris des décisions, la Banque européenne d'investissement a pris des décisions, la Commission a pris des décisions très substantielles, notamment l'activation de la clause d'escape générale et le régime des aides d'État qui a été adapté. Et ce que l'Eurogroupe a décidé il y a quelques jours permet de mobiliser plus de 500 milliards d'euros qui sont injectés pour soutenir l'activité économique. Il y a un point que je veux indiquer avec clarté. Au moment où on se parle, nous pouvons faire des prévisions sur l'impact économique, et ce sont des prévisions qui sont très instables et incertaines. Incertaines et instables parce que nous devons réussir la stratégie d'exit le mieux possible pour limiter le plus possible les effets collatéraux négatifs sur l'économie. Pour le dire plus simplement, mon opinion, c'est que pour l'instant, on ne connaît pas encore le montant de l'addition. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, avec les États membres, avec la Commission, avec la Banque centrale européenne, tenter de préciser tout au long des prochaines semaines quel est le montant de l'addition. Et il y aura deux questions. Je veux être tout à fait clair sur le plan politique et ne pas échapper à la transparence auquel nous devons faire face. La première question, c'est quel est le montant nécessaire pour effectivement faire face à cette capacité de retrouver un bien-être européen, de soutenir notre économie tout au long des prochains mois et des prochaines années, quel est le montant nécessaire. Et la deuxième question, c'est comment mobilise-t-on ces moyens? Comment affecte-t-on ces moyens? Comment garantit-on que ces moyens sont bien utilisés? Et je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup d'instruments que l'on peut utiliser pour la solidarité. Et à mes yeux, il y en a un qui est très naturel, très transparent, qui peut être très efficace, c'est le prochain MFF, c'est le prochain budget européen. Et c'est vraiment pour laquelle nous allons tenter au prochain Conseil européen d'avoir de nouveau une décision stratégique sur MFF pour essayer d'aussi solliciter de la Commission qu'elle puisse formuler un certain nombre de propositions qui prennent en considération cette crise à laquelle nous sommes confrontés et les différentes répercussions qui vont être entraînées. Je voudrais aussi mettre l'accent sur le fait que ce Conseil européen la semaine prochaine va s'inscrire dans un processus, je le disais, c'est le 4e en à peine quelques semaines. Il y en aura d'autres. Le but est d'avoir la validation d'un certain nombre de principes politiques et de donner une direction, de donner du sens à un processus de décision qui va se poursuivre tout au long des dernières semaines. Et dans les prochains jours, on va continuer ce que l'on a fait beaucoup, c'est-à-dire avoir beaucoup de préparation politique au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour faire en sorte que l'on puisse avoir une vidéoconférence la semaine prochaine qui soit utile et qui donne des impulsions pour pouvoir poursuivre le travail en direction de cette stratégie de relance et de transformation économique. Yes, thank you. So indeed, up to today, more than 3 billion, 3 trillion, the English version, 3 trillion, more than 3 trillion euros have been mobilized in the European Union to fight the economic crisis. And it has been done in a very tailor-made way. First of all, we have flexibilized European funds in order to give the member state the possibility to inject liquidity into the member states, into their economies. That's the first point. The second was, for that, yes, they have to take up debts, but by triggering the general escape clause, we allow that. It's crisis time. They have to inject liquidity in their economies, so do it, please. The third point was by creating SURE, we have a strong instrument
to tell the companies to keep their workforce in place, keep people in the business, so that we do not lose precious knowledge about production procedures and innovative processes that we will need the moment the economy picks up again. And the European Investment Bank is very strong in supporting small and medium enterprises, for example, with all the might that is behind the European Investment Bank. This is, for the moment, being an enormous sum that has been mobilized for the acute crisis. But the two of us are indeed convinced that more has to come. And therefore, we are working on the new European budget, a European budget that with all his might is able to leverage the necessary money for a huge investment initiative that then will be necessary through the European budget in order to really restart the economic process, to really rekindle the single market, because we should not forget we have healthy companies that have been hit by the crisis. So we have to do everything that they can hibernate, this is the first step, and then that they can restart on the international market so that we keep our market share of the global market here in the European Union. And when we're looking at that, we're not talking about billion, but we're talking about trillion, looking at the investment initiative that has to be done. Okay, thank you very much. I now pass the floor to Epp. Epp, if you could also please remind everybody for which media you work. You have the floor. Go ahead. No, go ahead, yeah. Your mic is unmuted. You can speak. Okay, we have a slight technical problem. We'll try to come back to you, Epp. In the meantime, let me go to Thomas Gutscher from the Frankfurter Allgemeine Zeitung. Thomas, you have the floor. Yes, good morning. Thank you very much. I have a question to the President of the Commission. The roadmap also includes a mechanism to lift internal border controls in a coordinated manner. And my question is, all countries have extended their border controls, their initial border controls, which gives the Commission the right under the Schengen border context, Schengen border codex, to issue an opinion on these measures. And my question is the Commission going to do this with further extensions in order to weigh in on these national decisions and get back to a Schengen area without travel restrictions? Thank you. I think we will need a step-by-step approach towards that topic. Indeed, the very beginning was difficult because there was little coordination and little communication between member states. The Commission was very strong with guidelines, and now we have a situation that is well organized. We have the green lanes, we have the green corridors, the flow of goods is secured. We know that critical personnel like cross-border workers, for example, can move from one place to the next, from where they live to where they work. So we're in a good stage at the moment being for the condition we're in the confinement measures. And now comes a crucial moment that if member states start slowly, step by step, to lift measures, it's of utmost importance that they notify this to the Commission and to the neighboring countries so that we do not have unwanted effects. For example, by reopening shops on one side of the border, we will not want to have people moving from one member state to the next member state to use the shopping opportunity.
And therefore, it is very important that the coordination between neighboring member states is an excellent one. Good neighbors speak with each other. And therefore, by watching step by step the lifting of the measures, this then might be, after a certain time, if the virus spread stays stable, that we can reduce the controls at the border that are at the moment being in place. So it's not a step forward we do in one, but it's a step-by-step approach that is needed here. Ok, merci. Nous avons eu un petit problème technique. Toutes les personnes qui avaient levé leurs mains ont été effacées. J'ai vu que... Donc je vous demande de réappuyer sur le bouton. Virginie Malingre du Monde, je sais que tu avais demandé la parole. Si tu peux réappuyer sur le bouton Raise Hand et nous te passerons la parole. Ce sont les aléas du nouveau système. Alors, entre-temps, oui, Virginie, tu as la parole. Oui. Parfait, on t'entend. Oui, tout à fait. Bonjour, je ne sais pas comment mettre la vidéo, désolé. Hein. C'est pas grave. J'avais une question sur le MFF, d'abord, le budget pluriannuel. Une première question un peu de timing. Il ne commence qu'en 2021, on est en avril 2020. On va avoir besoin d'argent avant janvier 2021. Donc, what's in between? Par ailleurs, en admettant qu'on trouve une solution qui passe par le MFF, par ailleurs, est-ce que dans votre imagination, volonté, vous imaginez un MFF d'une taille beaucoup plus importante que la taille actuelle, autour de 1% du PIB? On a vu comment les États membres se sont arrachés la figure au Conseil de février pour des 0,1% de PIB. Voilà, j'avais des questions sur le Green Deal. Vous dites ça reste notre priorité, ça reste une priorité importante. On veut, d'une manière ou d'une autre, orienter les investissements vers le Green Deal. Mais quand on voit vos réflexions sur le calendrier de travail de la Commission, on voit bien qu'il y a plusieurs éléments centraux, piliers centraux de votre stratégie du Green Deal qui vont probablement être repoussés parce que vous n'avez pas le choix et on comprend bien pourquoi. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Et puis, j'avais aussi une question sur ce que vous attendez concrètement du Conseil du 23 avril. Est-ce que vous attendez des choses concrètes ou juste des mandats de travail? Voilà. Qui veut commencer? D'abord, un mot peut-être sur le prochain budget pluriannuel. Mais les circonstances, et c'est la coïncidence du calendrier pour dire la vérité, nous amènent à être dans la situation où l'on doit prendre une décision, le Conseil, mais également le Parlement européen, en lien avec le prochain budget pluriannuel pour les 7 prochaines années. Et on doit saisir cette occasion du calendrier, à mon avis, parce que cette occasion du calendrier, elle permet d'imprimer le choix politique que l'on veut pour les 7 prochaines années, à la fois en prenant en considération, on a parlé beaucoup, l'impact majeur, gigantesque de cette crise et la nécessité que cela impose d'adapter la stratégie budgétaire de l'Union européenne, mais c'est aussi l'occasion de transcrire dans ce prochain budget européen cette priorité digitale et Green Deal qui peuvent être des piliers pour la transformation et pour la relance économique dont on a besoin a fortiori après cette crise. Nous avons la conviction que cette crise n'efface pas l'enjeu climatique, n'efface pas l'enjeu digital, mais qu'au contraire cette crise montre que l'on doit utiliser ces leviers-là plus fort, plus vite encore pour réussir cette transformation et cette relance économique dont nous avons besoin. Premier point. Deuxième élément, on pose une question très, très concrète sur comment gère-t-on financièrement les prochains mois. Vous avez vu que des premières décisions ont été prises qui ont un impact pour la liquidité de beaucoup d'entreprises de la vie économique en Europe. Ça, c'est une bonne chose. Dans le débat que nous avons avec les États membres, nous verrons aussi si l'on doit envisager des mécanismes qui permettent dans les prochains mois d'avoir des financements additionnels pour faire face. Le fait d'avoir, par exemple, activé l'escape clause donne des capacités aux États
États membres de venir en soutien très direct, très immédiatement, de secteurs qui sont affectés, de travailleurs qui sont affectés également, ou venir en soutien des systèmes de soins de santé. Et enfin, pour le troisième point qui est l'attente pour le prochain Conseil européen, je le répète, ce sera notre 4e Conseil européen en quelques semaines. Et chacun de ces conseils européens a délivré des orientations très fortes qui ont eu un impact. Et nous reconnaissons qu'au début de la crise et au début des premières mesures nationales de restriction et de confinement, on a constaté qu'il a fallu quelques jours. Et la Commission et votre serviteur, on a travaillé pour qu'on puisse coopérer mieux sur la question, par exemple, des frontières, travailler mieux pour faire coordonner un certain nombre d'actions en commun. J'attends, et nous attendons du prochain Conseil européen la semaine prochaine, qu'il continue à amplifier, à rendre très opérationnelle cette coopération, cette coordination pour laquelle nous donnons aux États membres des propositions, des recommandations, des guidances qui sont empreintes de bon sens et qui veillent à faire en sorte que l'on puisse réussir autant qu'il est possible cette sortie progressive des mesures de restriction qui ont été décidées. Et nous attendons aussi, sur les 4 points que j'ai mentionnés dans mon introduction, qu'il y ait une stratégie politique, un débat politique, une stratégie politique et des orientations qui soient données pour que l'on continue avec les États membres, avec la Commission, avec l'Eurogroupe, avec la Banque européenne d'investissement, avec l'ensemble des acteurs, à travailler dans la même direction, avec la même approche, avec la même stratégie. Et moi, je revendique effectivement cette idée que ce plan de transformation et de relance économique que j'appelle de mes voeux, il doit être de type plan Marshall par son ambition et par l'effet de levier majeur qu'il doit représenter pour réussir aussi vite que possible à ramener une capacité pour l'Union européenne d'avoir un marché intérieur pas simplement réparé, mais qui fonctionne mieux, plus fortement encore qu'avant la crise et qui a encore davantage de capacité de soutenir les activités économiques et donc la capacité de cohésion sociale dans l'ensemble des pays européens. Yes, thank you. A few more thoughts on your questions. So first of all, what the MFF is concerned, I think the next European budget has to be the European answer to the corona crisis. And to be able to do that, of course, it has to be different, completely different than normally European budgets were. And it has to be a front-loading element, has to have a front-loading element so that at the very beginning, in the first 1, 2, or 3 years, there's this huge investment initiative in the mechanism I initially described. It is not only a question of investment, but the MFF is also suitable because it is accepted and proven as the best instrument for cohesion and convergence. And cohesion and convergence in the European Union, in the single market, is not only a question of solidarity, but a question of own interest of every member state, because every member state knows that its own prosperity is heavily depending on the size and the functioning and the power of the single market. So it's in the own interest of the member states to invest in rekindling and restarting a strong European market that is not fragmented, a European market that has a level playing field and that is strong in the international context. Second point that was mentioned, the European Green Deal, the political necessity is as strong as it was before the crisis, because climate change and global warming did not stop. They will keep on going. So to fight it is in our own interest if we do not want to pay heavily for the costs of non-action, and extreme weather phenomena, as we've seen in the past already. And there's a second point. I was aware of through this crisis why the European Green Deal is exactly the right answer also to the corona crisis. Because we saw that and see in this crisis that there's a certain dependency on global supply chains which we might overthink. And I think it is important to shorten the supply chains, to diversify them, so to have more of them and not to be dependent so much on one supplier. But the most sustainable way to do that is to engage more and more heavily
into developing a circular economy. Because a circular economy means that within the recycling process, in the own European area, you're way more independent and way more able to produce what is necessary from what you have produced before. So investing in the European Green Deal is also investing in the resilience of the European Union and is investing, of course, in the global interest of our environment. Okay, thank you. I now give the floor to Susanna from Espresso. Susanna, you have the floor. Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, on MFF, so we see that MFF should be a key, but I would like to understand, because right now the European Parliament is proposing recovery bonds guaranteed by the EU budget. So when you are talking about a key role for the MFF, are you also considering this option instead of talking about euro bonds or mutualization of past debt? Can we be talking about a new kind of bonds, these bonds recommended by the European Parliament, and future mutualization of debt? And on cohesion, and since you were talking, and since you're going to propose a new proposal for MFF, should we still be talking about cuts on cohesion, or this is the time to stop talking about that and maybe start talking about the opposite, increasing these amounts? Thank you. You want me to answer? Yeah. Maybe just one word again about the next European budget. The European budget is a very strong tool for solidarity at the level of the European Union, and we need, of course, to use these tools. And it's right that between the member states, there are different opinions, different sensitivities about the different tools we can use in order to guarantee the solidarity. But the good thing and the important thing is the fact that for all the member states, for the 27 member states, it's very essential, it's very important to guarantee the solidarity at the level of the European Union. But it's right that we have a debate on the tools we need to use. And we have already used some very important tools. We have described what the Eurogroup has decided a few days ago. It's a very strong message of solidarity. It's a very strong signal of support for our economy at the European level. And we will continue all the discussions we need to have, but I repeat again that it's important for all the member states to have a little bit more clarity about the amount of the bill of the crisis. At the moment, we understand that we can make some provisions, but we need maybe more certitude about what will happen at the economic level. And a second point, we will continue to work on the different tools, different instruments in order to be able to tackle this big challenge for the European Union. Yes, what we're working on in the MFF for this huge investment front-loaded at the beginning of the MFF, the principle leveraging money that is guaranteed by the member states, the Commission has done before. This is a huge advantage. So it's known territory, if I may say so. Never ever before at that size, but it has the mechanism, is a well-known, a trusted one, and a proven one. And the second point that is important here is that what is right now our disadvantage will be next year our advantage. Right now our disadvantage is that we are at the end of an MFF, so there's relatively scarce resources left over, if I may put it that way. But this is the advantage coming out of the crisis, that we have a 7-year budget ahead of us, with all the might of a 7-year budget to leverage the necessary money, to mobilize the necessary money, to invest it in the front-loading mechanism I was describing. So we should use that to give an appropriate answer to the needs of the single market. Okay, thank you. We are going to try Epp Ehand again from Estonian Public Television. Epp, you have the floor. Hello, do you hear me now? Yes, we do.
Great. Ed Pehan from Estonian Public Broadcasting. I would like to come back to the recommendations you have given today. And I would like to ask about wearing a masks. What's the recommendation of the Commission? Should it be like new norm in Europe in the time we don't have vaccine, for example? So it is good that ECDC has put forward a few days ago advice on the topic of masks, and in the roadmap to exit, the principles are written down, and I think a few things should be very clear all over the European Union, and that is, first of all, that healthcare workers must be given priority. So if masks are available, first of all, these medical masks are to be given to healthcare workers. This is a principle. If there are more masks there, they may serve to reduce the spread of the infection. They may serve. But very important is that they are never, ever a replacement of the other hygiene measures that are well known. So they might be additional, complementary, but never, ever replace any of the other well-known, easy-to-follow measures. And the same goes, of course, with the non-medical face masks that are made of various textiles. They could be considered under the limitations that ECDC is putting forward. It's worth to look at the roadmap where we have it written down, and also there's a broader guideline of ECDC on the website of ECDC. Okay, thank you. We now move to Caroline Metter from the Süddeutsche Zeitung. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Great. Hello, Mrs. von Leyen. You write, let me put the question in German, if I may. In den Vorschlägen, die Sie heute vorgelegt haben, schreiben Sie, dass die Binnengrenzen wieder geöffnet werden sollen, wenn die epidemiologische Lage auf beiden Seiten der Grenze vergleichbar ist. Und meine Frage ist, ob das nicht inzwischen aus Ihrer Sicht in vielen Gegenden Europas bereits der Fall ist, da das Virus überall zirkuliert? Und im Zusammenhang damit die Frage, ob Sie das vollkommene Öffnen der Binnengrenzen, also nicht nur für notwendige Arbeitskräfte, eher am Beginn oder am Ende dieses Step-by-Step-Rückfahrens der Maßnahmen sehen, die Sie beschrieben haben. Dankeschön. Ja, die Frage nach epidemiologische gleiche oder ähnliche Verhältnisse auf beiden Seiten einer Grenze oder einer Region ist nicht die ganz generelle Frage, ob das Virus im Grundsatz in der Europäischen Union ist. Da haben Sie recht, ja. Aber die Art und Weise, wie es der Ausbreitungsgrad ist und die Intensität, mit der das Virus vorhanden ist. Da haben wir verschiedene Regionen. Allein wenn wir Norden, Süden, Osten, Westen anschauen, sehen wir, dass dort auch kalenderbedingt, also wo hat das Virus begonnen, sich auszubreiten und wo ist jetzt der Schwerpunkt der Ausbreitung, gibt es dort Unterschiede. Und deshalb ist für uns so wichtig, dass wir erstens klargestellt haben, dass das Wichtigste innerhalb der Krise, nämlich der Fluss der Waren, und dass bestimmte Personengruppen unkompliziert die Ländergrenzen passieren können. Das sind zum Beispiel Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Luxemburg habe ich als Beispiel genannt, die aber in Frankreich oder Deutschland wohnen. Dass der tägliche Weg zur Arbeit eine Selbstverständlichkeit ohne Verzögerung sein müssen. Diese beiden Kriterien sind von großer Bedeutung. Das haben wir jetzt installiert. Und jetzt geht es vor allem darum, dass in guter Absprache zwischen den Ländern, und da muss man genau schauen, wie ist die Viruslast in diesen Regionen, nach und nach koordiniert die Maßnahmen behoben werden müssen. Und hier gilt, dass zunächst einmal die gesundheitliche Sicherheit vorgeht. Wie gesagt, wir haben den Warenfluss und das wichtige Personal, das Grenze passieren muss, das haben wir geklärt, das funktioniert. Hier muss Gesundheit vorgehen und es muss möglich sein, langsam, aber sicher wieder das öffentliche Leben und da vor allen Dingen die wirtschaftlichen Prozesse herzustellen. Wir alle wissen, dass wenn wir nicht sehr konsequent und sehr bedacht diesen Weg gehen, ein
starkes Wiederaufflackern des Virus uns dazu zwingen könnte, dass Maßnahmen wieder eingeführt werden müssen, die wir gerade gehoben haben. Und das wollen wir nicht. Und deshalb dieses vorsichtige Herangehen, wenn Sie mich fragen, auf die lange Sicht, wenn wir das Virus bekämpft haben, selbstverständlich müssen dann sämtliche Grenzkontrollen verschwunden sein. Aber das ist die lange Sicht. Die lange Sicht, wenn wir das Virus bekämpft haben, wenn es keine Gefahr mehr von dieser Situation, von dem Virus ausgeht, dann muss selbstverständlich der Schengen-Raum wieder vollkommen frei sein. Sur ce point, je voudrais ajouter un autre élément qui nous semble important. De nombreux pays européens, c'est une bonne chose, ont pris l'initiative d'encourager la hausse de production dans les pays européens du matériel dont on a besoin. Et nous devons effectivement encourager cette capacité de produire plus vite, davantage dans les pays européens pour avoir une capacité d'être beaucoup moins dépendants que nous l'avons été dans beaucoup de pays européens les dernières semaines d'équipements qui sont produits à l'extérieur de l'Union européenne. C'est aussi un sujet, je pense, que l'on devra prendre en considération si on veut une Europe résiliente et une Europe capable de prendre réellement son destin en main sans être dépendant du monde extérieur. Très bien, merci. Nous allons prendre une dernière question de Tania Milewska. Tania, if you could tell us which media you work for. Yes, we can hear you. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Alors, une question sur les Balkans occidentaux, si vous permettez. Donc, je suis de l'agence de presse nationale macédonienne. Les mesures qui ont été prises dans plusieurs pays des Balkans occidentaux, Serbie, Macédoine du Nord, Monténégro, ont été très critiquées par la société civile, notamment parce qu'elles sont extrêmement dures. C'est des quarantaines, c'est des mesures extraordinaires où les gens doivent rester à la maison pendant 72 heures parfois. Il y a beaucoup de critiques quant aux effets antidémocratiques, notamment en Serbie. Des élections ont été suspendues, etc. Donc j'aurais voulu savoir si c'est quelque chose que autant la Commission que le Conseil regarde, observe. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Je vous remercie. Je peux vous indiquer qu'avec les Balkans occidentaux, nous sommes en très étroite relation, d'autant que des décisions ont été prises il y a quelques semaines qui visent à engager des processus de négociation en lien avec l'adhésion à l'Union européenne. C'est le cas pour la Macédoine du Nord et l'Albanie. J'ai eu l'occasion d'ailleurs la semaine passée de m'entretenir, par exemple, avec le président de Macédoine du Nord. Pour les élections, par exemple, nous sommes parfaitement informés et nous comprenons que les différents partis politiques en Macédoine du Nord ont soutenu, majorité et opposition, cette idée de reporter les élections. Et vous avez observé aussi qu'à l'intérieur même de l'Union européenne, le coronavirus a eu des impacts sur des élections. C'était le cas pour les élections municipales en France, par exemple. Mais il est certain que notre relation à cette région et à l'ensemble de ces pays, le message politique fort, clair, non ambigu que l'on adresse systématiquement, c'est la préoccupation pour l'état de droit, pour le respect des principes et des libertés que nous voulons promouvoir. Et c'est d'ailleurs une part importante qui a occupé notre action lorsqu'il s'est agi ces dernières semaines, ces derniers mois, d'être en pourparlers avec ces pays, avec cette région du monde. Et par ailleurs, nous voulons aussi, dans le cadre du coronavirus, pour l'action extérieure qui est menée, être en étroit soutien vers cette région du monde. Nous voulons aussi mobiliser du support pour du développement économique dans cette région, mais en lien avec des réformes qui doivent se poursuivre, qui doivent s'intensifier. Nous voulons aussi encourager la réduction des disputes dans cette région du monde, ce qui a été le cas avec l'accord Prespa, par exemple, qui est un bon exemple afin de négocier pour réduire des tensions dans la région. Et enfin, il est prévu d'avoir dans les prochaines semaines un sommet, probablement par vidéoconférence. Nous devons encore le décider en lien avec la présidence croate de l'Union européenne, afin de pouvoir donner les impulsions sur le plan du processus de coopération politique, mais également afin de voir comment on peut continuer à avoir un partenariat dans la lutte contre le coronavirus. Alors, nous allons, si on peut me repasser la parole, merci. Nous allons revenir à un point qui avait été soulevé par Virginie Dumonde concernant la dichotomie entre 2020 et 2021, la possibilité d'intervenir dès 2020. Madame la Présidente.
Yes, so indeed this question hasn't been answered. In general, the two of us explained already there is a lot out there that can be used and has to be processed. Those 3 billions we were talking about, they have to be processed in the member states. In case that there is for the second half of this year more necessary, we're thinking about using the same mechanism we were describing with the European budget to put forward an element that is relatively early because it's in the second half of this year, but might at the very end be put then in 21 under the roof of the MFF. So we have the flexibility to act early, but it is in a safe environment, if I may put it that way, at the very end under the roof of the MFF. Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons maintenant à la fin de cette conférence de presse. Pour rappel, vous pourrez revoir l'ensemble des questions et réponses avec la traduction sur EBS. Nous allons maintenant passer au briefing technique sur la feuille de route. Donc restez connectés, ne quittez pas la session, c'est la même session. Nous revenons dans quelques minutes pour la suite. Merci beaucoup, à tout de suite.